Aujourd'hui à RPM, la Volkswagen Jetta Highline 2023. Samuel, on est en présence de la 7e génération de la Volkswagen Jetta. Et en 2022, on a procédé à un rafraîchissement esthétique. Et c'est la version qu'on a avec nous. Oui, évidemment, la ligne générale du véhicule demeure à peu près la même. On a retouché un peu l'avant du véhicule, un peu l'arrière et quelques détails à bord. Oui. C'est somme toute mineur comme modification. C'est un rafraîchissement. C'est un rafraîchissement. À l'avant, la grille de calandre demeure de la même taille, assez volumineuse quand même. On a retravaillé l'intérieur. Puis on se rappelle, en 2011, Volkswagen avait adopté l'approche américaine, si on veut, avec la Jetta pour en faire un véhicule d'entrée de gamme. On a-tu chialé ou on n'a pas chialé en 2011? On a chialé pas On a mal. chialé. Et pour la 7e génération, on a conservé cette approche-là. Et chez Volkswagen, on se dit, ben, on veut un véhicule plus américain, on met du chrome. Fait que là, on a du chrome dans le devant du véhicule. On est servi. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a une version qui est disponible, la version Sport, qui est dans le fond un groupe d'options sur la version Comfortline, qui va éliminer le chrome en haut et en bas, mais va conserver au centre. Mais c'est ça. Il fallait qu'il en laisse une petite traînée à quelque part. Mais il reste que ça donne une approche un peu plus sportive au véhicule qui, moi, je trouve, est plus réussie que ce qu'on a avec nous ici. Oui, je t'aide d'accord. Pare-choc dans la partie inférieure, on a des espèces de bandes lumineuses ici. Oui. Je trouve que ça donne un petit clin d'œil sympathique, mais ce ne sont pas des antibrouillards. Non, c'est vraiment un accent là, pour améliorer le style du véhicule, décoratif. C'est la version Highline la plus équipée qu'on a avec nous. Ça vient de série avec cette version-là. On a également ces bandes de DELA pour la version Sport dont on parlait un peu plus tôt. Mais pour les versions d'entrée de gamme, on va avoir un pare-choc qui est beaucoup plus classique en termes de design. Moins bien un petit peu. Et évidemment, il faut parler des blocs optiques parce qu'on en a deux versions. Oui, bien ici, on a des phares ADEL à projecteurs. On voit vraiment à l'intérieur deux projecteurs qui améliorent le style du véhicule. Les autres versions vont avoir des phares ADEL à réflecteurs qui sont peut-être un petit peu moins travaillés en termes de style, mais qui vont quand même offrir une bonne qualité d'éclairage. Et petit coup d'œil rapide sur le capot, où il y a beaucoup de lignes de caractère. Même dans l'aile sur le côté, ça se prolonge vers l'arrière. Donc, on a essayé de dynamiser un peu le tout, mais globalement, ça demeure assez anonyme. Quand on compare, par exemple, avec la Hyundai Elantra 2024, qui est beaucoup plus dynamique en termes de style. Latéralement, ce qu'on remarque surtout, outre le fait que la dimension des roues n'est pas très généreuse, c'est que c'est très profilé vers l'arrière. Oui, effectivement, on a des lignes de caractère sur le côté du véhicule et une cabine aussi qui est déportée vers l'arrière, ce qui fait vraiment une différence par rapport à la précédente génération qui, elle, était vraiment coupée. Là. Le coffre, la cabine et l'avant du véhicule. Ici, c'est beaucoup tricot, plus... littéralement. Ici, c'est beaucoup plus fluide, plus en rondeur. Moi, je suis pas convaincu de cette approche-là, mais disons que ça donne un sentiment de mouvement pour le véhicule. On a l'impression qu'il est prêt à bondir vers l'avant. C'est élancé. Par contre, la taille des roues, il n'y a rien pour s'exciter. Ben, il n'y a rien pour s'exciter. En même temps, c'est du 17 pouces pour les versions Highline, Sport et Comfortline également. On est au 16 pouces pour la version Trendline d'entrée de gamme. C'est vrai que c'est pas très généreux, mais en revanche, ça coûte moins cher quand vient le temps de remplacer les pneus. Donc, on peut voir ça comme un avantage de ce côté-là. Après tout, c'est un véhicule avec une vocation économique. Oui. Pour ce qui est de l'arrière, ce qui, moi, me frappe, c'est qu'on a, contre toute attente, changer la calligraphie du mot Jetta. Bien, on a voulu s'harmoniser avec les autres modèles de la gamme, donc une petite modification, bien sûr. On a aussi changé en 2022 le bas du pare-choc pour y intégrer, bien sûr, du chrome. Il en fallait à l'arrière, c'est là qu'on l'a mis. On a en plus mimé des faux pots d'échappement. On voit ça chez Audi, chez Volkswagen depuis nombre d'années. On a épuisé le concept. S'il vous plaît, enlevez-nous ça. C'est vraiment pas joli. Et ça apporte vraiment rien au véhicule. Parlons maintenant de la qualité de l'assemblage et de la peinture du véhicule. On est habitué chez Volkswagen, chez Audi, à avoir une bonne qualité d'assemblage. Cette voiture-là, malgré le fait qu'elle est au début de la gamme du constructeur, n'y fait pas exception. Et on s'en rend bien compte quand on ferme la porte. Ça ferme solide. Une vraie porte de Volkswagen, on a ça avec la Jetta. Et pour ce qui est de la qualité de la peinture, assez épaisse quand même comme application. Et plure d'orange raisonnable pour le prix demandé. Malgré le fait que la Jetta soit une berline assez basse, on s'insère facilement à bord du véhicule et on s'assoit dans des sièges qui sont très confortables. Bon support pour les jambes, pour le dos, les épaules également. Une fermeté typiquement allemande et ça, on aime ça. Vous remarquez ici, ils sont recouverts d'un cuir de couleur brun volcan. C'est optionnel dans la version Highline. Ils sont chauffants et climatisés.
Quand il n'y a pas de pénurie de puces électroniques, parce que notre version en est dégarnie, on vous a donné un crédit de 300 $ parce qu'il n'y avait pas de siège climatisé. Et là, ce n'est pas possible de l'avoir éventuellement. Mais il reste que pour un véhicule de ce prix, de le proposer, c'est quand même assez intéressant. Visibilité vers l'extérieur qui est bonne. On a un pilier A qui est mince, rétroviseur qui est bien positionné. À l'arrière, ce qui accroche, c'est la tablette qui est derrière les sièges qui monte, donc nuit un peu à la visibilité, mais globalement, ça demeure quand même très bon. Volant qui est présenté de façon assez classique, typique de Volkswagen, encore une fois, avec des commandes faciles à utiliser. On a le bouton View ici qui permet de modifier l'instrumentation entièrement numérique de 10,25 pouces de cette version Highline. Et Volkswagen maîtrise vraiment très bien cet aspect-là. On a plusieurs tableaux différents. On peut présenter l'information selon plusieurs paramètres. On peut afficher la carte de navigation également. Quand même intéressant d'avoir ces options-là dans une voiture d'entrée de gamme. Et quand on va au centre du véhicule, là, on conserve une approche un peu plus classique. On a un écran de 8 pouces. Ancien système de Volkswagen, on est vraiment rendu ailleurs. Des icônes qui sont à peu près tous pareils. On a des couleurs qui sont identiques également. Donc, c'est difficile de s'y retrouver. La qualité graphique aussi est quand même assez ordinaire. Vraiment, on est rendu ailleurs du côté de la concurrence. Mais bonne nouvelle, l'ergonomie, elle est bonne parce que l'écran est positionné assez haut, assez proche du conducteur également. Vous remarquez qu'il est incliné vers le conducteur aussi. Donc, ça permet d'avoir une bonne manipulation. Et quand on va un peu plus bas, des commandes de climatisation qu'on connaît chez Volkswagen depuis au moins une dizaine d'années, facile à contrôler, facile à manipuler. Dans la console, on a un chargeur par induction avec un petit espace de rangement. Les deux prises USB-C ici bien positionnées, facile d'accès. Levier de vitesse qui prend beaucoup d'espace et quelques boutons du côté gauche du volant, dont le bouton de démarrage qui est ici bien positionné. Porte-gobelet, petit espace de rangement et on a un accoudoir qui est bien positionné. Mais ce que je déplore, c'est que dans les précédents véhicules de Volkswagen ou même dans des véhicules un peu plus haut de gamme que la Jetta, on a un accoudoir qui est ajustable en profondeur et en hauteur également, ce qu'on n'a pas dans cette version-là. Présentation globale, bon, c'est sûr qu'ici, avec le cuir brun Volcan, ça apporte un peu de vie à bord de l'habitacle, mais quand on a un habitacle noir entièrement, c'est assez triste. Une chance qu'on a de l'éclairage d'ambiance en 10 couleurs différentes qu'on peut paramétrer depuis l'écran central. Ça, c'est tiré dans la version Highline parce que ça donne un peu de couleur à bord, mais autrement, c'est assez ennuyant. Pour ce qui est du système de son, on a un système Beats à 8 haut-parleurs avec caisson d'extrême grave. Quand même, ça, c'est intéressant pour la version Highline. Et on peut en plus lier notre téléphone avec Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. Quand même intéressant compte tenu du prix du véhicule. Pour ce qui est de la qualité de la fabrication, maintenant, l'assemblage est vraiment très bon. C'est serré, mais compte tenu du fait qu'on a un véhicule d'entrée de gamme, on a des plastiques assez bon marché. Merci. Bien que l'assise soit particulièrement basse à l'arrière de la Volkswagen Jetta, l'accès est quand même pas si difficile. Par contre, évidemment, les grandes personnes devront faire attention à ne pas se frapper la tête sur le cadre. Par contre, des enfants, eux, ça ira très, très bien. Au niveau des sièges, ils sont étonnamment confortables, particulièrement au niveau du dos où on a un bon support. Même chose pour ce qui est de l'assise. Et ça, c'est plutôt étonnant dans le segment. Par contre, le dossier est un peu trop vertical, selon moi, et on ne peut pas retirer les appuis-têtes des extrémités. Ça, ce serait un élément qui contribuerait à la visibilité, notamment du chauffeur vers l'arrière. En matière de dégagement, c'est somme toute assez bon. On le sait, la Jetta est une des plus spacieuses dans son segment. Par contre, encore une fois, une personne de grande taille comme moi va avoir les cheveux au plafond. Mais encore une fois, des enfants n'y verront que du feu. En matière d'équipement, on n'a pas de buse d'aération. Ça, je trouve ça plutôt étrange. Mais on a 3 niveaux d'intensité pour ce qui est des sièges chauffants aux extrémités. Ça, encore une fois, c'est plutôt inhabituel dans le segment. Pour ce qui est du coffre, maintenant, on est à bord d'une berline conventionnelle, donc c'est complètement séparé de l'habitacle. L'ouverture n'est pas des plus généreuses. On a un volume maximal de 399 litres, ce qui est pile poil sur la moyenne du segment. Vous avez 2 clenches qui vous permettent de libérer le dossier pour optimiser l'accès des grands objets à bord du véhicule. Mais encore là, on a un détail qui échappe au produit. On n'a pas de ressort qui propulse les dossiers pour vraiment faciliter l'opération. Malheureusement, vous devez tirer sur les clenches et vous déplacer dans l'habitacle pour rabattre les dossiers. Et ça mériterait d'être corrigé.
Samuel, il y a peu de modifications avec cette version-là de la Jetta, mais l'essentiel, lui, il est changé et c'est sa motorisation. Ouais, un 4 cylindres turbo compressé, nouveau genre, qui était déjà dans le Taos, mais qu'on a maintenant dans la Jetta. Souvent, on vise l'économie de carburant avec ces motorisations-là, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des performances. Non. Et on va les tester justement le 0-100. On est là justement pour ça. J'ai activé le mode sport dans le véhicule et sur la transmission également. Peut-être que ça va nous aider un peu. Le S pour sport, c'est pas pour slow? Non, c'est vraiment pour sport, je te le confirme, et on décolle. Non, je pense que c'est slow finalement. Bien, ça prend du temps avant que le moteur se réveille, mais quand ça se réveille, ça y va, par exemple. Ouais. On a quand même une puissance qui est intéressante. Et c'est atteint 100 km/h, 7,6 secondes. C'est bon. Bien, honnêtement, moi, je trouve que c'est tout à fait honnête comme performance. Je rappelle qu'on est dans une version d'entrée de gamme, là, si on c'est veut. pas un GLI. On n'est pas dans une GLI. Et si on compare avec d'autres berlines compactes du segment, on va avoir un temps beaucoup plus lent que ça. Du 9 secondes. C'est pas rare qu'on voit ça dans cette catégorie-là. Mais transmission, par exemple, on est chez Volkswagen avec la 8 rapports. On sent chacun des rapports. Oui, mais là, c'est sûr qu'on est en mode sport. Ça exacerbe un peu cet élément-là, mais même en conduite quotidienne, là, surtout sur les premiers rapports, la transmission est hésitante, elle donne des coups. Vraiment mal programmé de ce côté-là. Par exemple, Sam, l'insonorisation, ça pourrait être optimisé. Oui, c'est sûr que le moteur travaille pas mal, ça râle et le son se transmet dans l'habitacle. Oui. Freinage maintenant, 100 km/h, 0. Bon, c'est sûr qu'on a des petits composants de frein. Oui, c'est de la grosseur de des socos pâtés. À peu près, mais quand même, on devrait avoir une bonne performance. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien avec un véhicule comme ça. Qui n'est pas particulièrement lourd, non plus. En plus. Hey, entends-tu ça râler en avant la pompe ABS? Ça travaille fort! Puis on le sent dans les roues aussi. Oui. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là. J'ai l'impression que ça finissait pas de pas finir. Ouais, mais pourtant, on a quand même une distance de 39,1 mètres. Ça marche. Oui, c'est dans la moyenne. De la sensation, là, j'étais coudonc, j'ai le temps de faire un petit dodo. Oui, mais pourtant, la distance, elle est bien là. Elle est bien bonne, d'ailleurs. Ça a bien de l'allure pour un véhicule de cette catégorie-là. Un petit peu de louvoiement de l'arrière, mais moi, j'ai trouvé la calibration de la pédale très bonne. Je sens l'ABS travailler. Je sens que j'ai encore la possibilité de moduler la force de freinage. Je me suis donc senti haut en contrôle du véhicule. Ça, c'est un point qui est positif. Autre point qui est positif, il n'y a pas eu trop de plongeons. L'apport d'un empattement qui est long a aidé le véhicule dans cet exercice. Empattement long et centre de gravité qui est beau aussi. On est à bord d'une berline. Oui! Ça donne un coup de main de ce côté-là. Donc, grosso modo, freinage, ça fonctionne assez bien. Ouais. Épreuve de slalom maintenant, on a des pneus de 17 pouces quand même. Oui. Ça devrait être à l'avantage du véhicule. Mais on est dans une Volkswagen. Oui, en plus, on devrait avoir du plaisir. Oui. Et si bol! Les pneus de schnout qu'il y a là-dessus! Et les mouvements de caisse. Oh! Hey, le derrière suit pas, l'avant suit pas. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de sous-virages. On est comme dans un slinky. Il y a le nez puis il y a le derrière de l'auto. C'est ça se parle pas du tout. Non. La direction au moins précise, puis je le sens quand les pneus accrochent pas à terre à travers le steering. Ça, c'est bon. Hey, c'est quelque chose. Les pneus Nexen N... Ferra. Tu parles d'un nom. Sérieux, c'est vraiment nul comme pneu. Avoir des pneus qui ont de l'allure dans cet exercice-là, probablement que le comportement aurait été complètement différent. Oui, mais en même temps, les mouvements de caisse du véhicule sont très prononcés. On sait qu'on a une poutre de torsion à l'arrière qui n'aide pas le comportement routier. Des suspensions qui sont, somme toute, assez molles également. Aussi. Donc, quand on demande beaucoup de dynamisme à l'auto, on se rend compte qu'elle est dépassée. Les mouvements de caisse sont très prononcés. Oui. Il y a un transfert de poids sur la roue extérieure du virage. Il y a un sous-virage très prononcé. Et finalement... Les pneus adhèrent pas, puis t'as le forfait au complet. Donc, finalement, ça marche pas, là, le slalom avec le Volkswagen Jetta. On n'a plus les Jetta qu'on avait. Eh non. J'avoue, Luc Olivier, être un peu inquiet pour l'évitement d'obstacles à la lumière du slalom qu'on vient d'effectuer. Je partage tes sentiments, les pneus, la suspension. Ouais. On a des bons freins, cela dit, mais bon. Mais oui. C'est pas tout, là. Et Seigneur Dieu!
Hey, ça n'a pas d'allure. Sérieux, là, ça n'a pas d'allure. Et je tiens à répéter que le système de stabilité est en fonction sur le véhicule. On était pas stable, je peux te dire. Écoute, j'ai braqué, le véhicule était complètement déstabilisé, l'arrière a décroché et au deuxième braquage, l'arrière a redécroché. Tant et si bien que j'ai accroché la ligne de cône à ma droite. D'aplomb à part de ça. D'aplomb à part de ça. Et ajoute à ça qu'on a quasiment manqué de piste. Ah oui, écoute, c'est très, très long comme freinage. Honnêtement, là, j'ai vraiment manqué de force de freinage. J'ai senti la pédale de frein devenir dure. Je n'avais plus aucun contrôle. Une chance que la direction imprécise m'a permis de garder la maîtrise du véhicule, mais ça freinait pas, là. C'était interminable. Pas les pneus qui t'ont aidé non plus dans c'est sûr que non. Fait que finalement... Ça marche pas pour l'évitement d'obstacles avec la Jetta. Volkswagen annonce les paramètres suivants pour le freinage automatique d'urgence de 5 à 250 km/h. On s'entend que le véhicule ne se rend pas là. Pour la détection de véhicules et de motos. Oui. Et de 5 à 65 km/h pour la détection de piétons. D'accord. Donc, on s'élance à 60 km/h. Comme d'habitude. Oui. Et on va voir quelle sera la performance du système. Oui. Ça devrait sonner, là. Il se passe absolument... Et il s'est rien passé, là. 0 plus une barre. Aucun avertissement. Pas de signal sonore, pas de signal visuel, pas de freinage. Encore moins de freinage, c'est ça. Et boum dans le sol. Effectivement, mais on se rend donc compte que le système a tout simplement pas fonctionné. Ouais. Et là, on remarque dans l'instrumentation une icône qui nous dit que le système est hors fonction. Et c'est ça, ça fonctionne pas. Ces paramètres de fonctionnement ne sont pas en vigueur. Oui, effectivement. Et coudonc, c'est pas parce qu'il fait pas beau. C'est pas parce que le véhicule est endommagé qu'il y a quelque chose qui couvre le capteur radar ou encore la caméra. Tout est propre. Donc, il y a vraiment un problème. Ben oui, et ça fonctionne pas. Et ça nous rappelle une chose, c'est qu'on doit toujours rester en contrôle de notre véhicule. Oui, puis regarde en avant. On regarde en avant, puis on reste en contrôle. C'est ça. Ça a quand même bien commencé sur la piste avec la Jetta et on avait quand même un bon espoir que le dynamisme de la Jetta serait maintenu. Et ça a planté. Épreuve après épreuve, ça n'a fait que descendre. Ben slalom, grosse déception, mais le point culminant a vraiment été à l'évitement d'obstacles où le comportement était complètement désastreux, effectivement. Et finalement, le freinage automatique d'urgence qui ne fonctionne pas. Donc, la cerise sur le Sunday. Ça va pas tellement bien pour la Jetta dans l'essai sur piste, mais on va aller voir sur la route. Est-ce qu'elle est en mesure de se reprendre? On verra. Dans un monde où les voitures sont de plus en plus complexes, de plus en plus compliquées, c'est quasiment rafraîchissant de prendre le volant d'une voiture simple comme la Jetta. Oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose dans cette voiture-là. On a une seule motorisation pour toute la gamme, un habitacle pour toutes les versions. Oui. On n'a pas plusieurs choix de carrosserie. Et moi, personnellement, je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir cette simplicité-là dans un monde où tout est complexe. Puis ça s'applique même à la conduite du véhicule. Là. Oui, effectivement, on a une motorisation qui est réactive, on a une bonne visibilité vers l'extérieur, l'ergonomie à bord du véhicule, elle est bonne également, ce qui fait qu'on a du plaisir à conduire cette voiture-là. Puis le petit moteur 1.5, honnêtement, en ville, se débrouille très bien. Ben oui, il fait le travail en masse. On a du couple à bas régime et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a encore, toujours la même rengaine, la transmission automatique qui, malheureusement, ne parvient pas dans les rapports inférieurs à les enchaîner, justement, de façon fluide et coulée. Mais bon, c'est tout le temps saccadé. Surtout en conduite urbaine. Là, surtout. Ça devient un irritant que les yeux virent à l'envers à chaque coin de rue. C'est comme, pas encore. Quasiment. Mais malgré tout, on vient à bout d'avoir du plaisir au volant du véhicule. Sur la piste, on a vraiment eu des mouvements de caisse très prononcés dans le slalom, même dans l'évitement d'obstacles. C'est une voiture qui a été quand même passablement déstabilisée. Puis bon, on se rend compte que les suspensions, là, ils commencent à montrer leurs limites. Montrent leurs limites, mais sur la route, en revanche, on a un bon confort. Comme là, on est dans une section de la route qui est vraiment cabossée. Et malgré tout, on conserve un bon confort. Volkswagen ont quand même conservé des jantes de seulement 17 pouces. Donc ça, c'est un aspect qui augmente le confort. Esthétiquement,
esthétiquement, on fait comme, ouais, c'est peut-être un peu moins sexy que les chantres de 18 ou 19 pouces, comme certains compétiteurs vont pouvoir offrir. Chez Mazda, entre autres. Entre autres, mais au moins sur la route, ben là, c'est plus confortable. Bon, c'est sûr qu'on pourrait avoir des pneus de meilleure qualité qui nous donneraient un meilleur rendement global. Ouais. Ça, je pense que si vous achetez cette voiture-là, c'est une des premières choses à faire. On met des bons pneus, ça va aider partout. Oui. Parlant de rendement, on a quand même quelques modes de conduite. Est-ce que c'est significatif ou c'est encore de la commercialisation, du bon vieux marketing? Honnêtement, ça change pas grand-chose. C'est mode normal, mais ce que j'aime, c'est que si vous voulez un peu plus de réactivité pour la transmission, vous tirez le levier vers le bas et là, la transmission tombe en mode sport. Ouais. C'est vraiment l'aspect qui est le plus différent, si on veut. Si on veut modifier le comportement du véhicule, allez-y avec la transmission. L'essentiel va être fait. On a même un mode manuel avec la fameuse transmission, mais là, bon, ça sert pas à grand-chose. Ça vaut ce que ça vaut, effectivement. C'est ça. Bon, on va parler de consommation, évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre. On le sait, les acheteurs dans ce segment-là, c'est un des premiers critères d'achat. Oui. Ça ressemble à quoi avec la Jetta? On sait que dans ce segment-là, on met de plus en plus à l'avant-plan l'économie de carburant, les véhicules hybrides, entre autres, du côté de chez Toyota, chez Hyundai. Même Honda nous dit qu'on arrive avec ça. Ouais. Mais la Jetta, avec son petit 1.5 turbo, est parvenue à donner une consommation de 5,9 litres au 100 km. Quand même. Ce qui est quand même très, très bon, considérant qu'on n'a absolument aucune forme d'électrification dans cette voiture-là. Donc ça, c'est un aspect vraiment qui est à souligner et qui confirme la pertinence des berlines compactes sur le marché de l'automobile. Ouais. Les pour et les contre. Point positif, rapport équipement-prix qui est avantageux, moteur qui est bien adapté et l'espace dans l'habitacle qui est très avantageux. Et du côté des points négatifs, on parle bien sûr de la transmission qui est mal programmée, les épreuves de sécurité qui ont été échouées et le comportement routier qui est plutôt décevant. Parce que là, on parle de les épreuves qui ont été échouées. Oui, pas juste une. C'est ça. Luc-Olivier, à toi de nous dire qu'est-ce qu'on fait avec l'auto. Oui, c'est ça. Comme moi, les deux faces à tlac, toi qui me passes la patate chaude. C'est une voiture qui n'est pas totalement dépourvue d'intérêt, notamment dû à la faible consommation de carburant, la fiabilité qui est quand même pas si mauvaise, les qualités que tu as données déjà. Là. Mais on va se le dire, là, pour tout le reste, c'est une voiture qui est désuète, qui est plus vraiment compétitive par rapport à la concurrence. Oui, elle est moins chère majoritairement que la compétition, à part une ou deux exceptions, mais il reste que l'investissement, les 2-3 000 qu'une Civic va vous coûter, qu'une Corolla va vous coûter, vous n'allez pas les perdre, notamment la valeur de revente et en rendement aussi, en qualité dynamique aussi. Donc, on vous recommande d'un point de vue de fiabilité la Volkswagen Jetta, mais c'est du bout des lèvres et on vous encourage vraiment très fortement à magasiner dans les autres compétiteurs qu'il y a dans le segment qui sont, selon nous, pas mal plus intéressants.